Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission politique. Comme je vous l'avais annoncé ce soir, je reçois sur ce plateau Harry Durimel, qui est le nouveau maire de la ville de Pointe-à-Pitre. Harry Durimel, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Harry Durimel, c'est vrai qu'il y a un sujet d'actualité aujourd'hui et je pense que les Pointois et les Guadeloupéens aimeraient comprendre et on connaît votre franc-parler, donc on ira bien sûr franco au sein de cette émission. Peut-on dire que votre premier gros dossier soit la caisse des écoles? Oui, c'est la rentrée des classes, on s'y attendait. Hein. Tout maire, d'ailleurs, bonsoir aux téléspectateurs. Pardonnez-moi d'avoir brutalement commencé sans saluer les téléspectateurs. C'est vrai que pour tous les maires, y compris les anciens, la rentrée des classes, c'est un challenge. Et la rentrée des classes était dissociable de la restauration scolaire, puisque les enfants qui vont à l'école dont les parents travaillent, c'est important que les enfants puissent se nourrir. Et d'aucuns disent que c'est pour certains enfants le meilleur repas de la journée. Donc oui, on s'attendait à ce que ce soit une épreuve. On savait qu'aussi qu'on est élu dans une ville qui est marquée par un gros déficit, et la ville de Pointe-à-Pitre, tout le monde sait, puisqu'il n'y a pas beaucoup de communes de France dont l'ex-maire a fait l'objet d'une procédure de révocation. Donc on savait ce qui nous attendait, mais lorsque nous avons reçu une mise en demeure du président de la Caisse des écoles des Abîmes, une lettre datée du 4 août, nous mettant en demeure de payer la dette d'1 million d'euros que nous ont laissé nos prédécesseurs, ça a créé une situation d'urgence à laquelle on ne s'attendait pas. Donc, il vous fallait donc rapidement trouver une solution? Absolument. Ça fait 8 semaines que je suis investi comme maire. Ça fait, disons, 2 mois que nous sommes là. Et découvrir 3 semaines avant la rentrée que vos enfants risquent de ne pas bénéficier de restauration, ça a créé pour nous un choc. Et il fallait y répondre. Donc nous avons hésité, on s'est dit, est-ce qu'on continue à faire comme avant? Est-ce qu'on fait une promesse à Éric Jalton et à ce moment-là, il cède encore une fois comme il l'a fait, parce qu'il nous a dit avoir obtenu plusieurs promesses en 2 ans d'être payé. Et le prédécesseur, celui qui, là, c'est M. Bruno Fanfan, conseiller municipal, que j'ai délégué comme vice-président et qui exerce la mission de présider la Caisse des écoles, il aurait pu faire comme son prédécesseur, M. Philippe Martol, et ne pas payer les repas, puisque c'est ce que tous les présidents ont fait avant. Hein. Ils pensent qu'on peut acheter des repas sans les payer. Nous avons une autre éthique. Il n'était pas question pour nous de faire comme eux, de continuer à se mentir et à mentir au peuple. Alors, est-ce que vous étiez, Harry Durimel, vraiment sérieux quand vous avez annoncé le non-fonctionnement de la Caisse des écoles en 2020? Nous, ce qu'on a dit, c'est que si M. Jalton nous dit qu'à défaut pour vous de me régler ne serait-ce que 500 000 euros sur les millions que vous me devez, je vais devoir envisager de suspendre la livraison. Il n'a jamais dit, si vous ne me payez pas, je ne vais pas livrer. Mais la condition qu'il a mise, nous ne pouvions pas y déférer. On ne pouvait pas trouver 500 000 euros. La ville de Pointe-à-Pitre, aujourd'hui, ne peut pas payer des factures de 38 000 euros pour réparer le climatiseur. Si bien que la ville la mairie ferme à 14 heures, parce que les employés de la ville ne peuvent pas tenir dans ce four lorsque c'est pas climatisé. Donc vous ne pouvez pas payer la réparation des climatiseurs. C'est ça, on en est là. On en est là. On jongle pour tout payer. Donc la seule chose qu'on arrive à payer, ce sont les salaires qui sont prioritaires, parce que c'est une créance alimentaire que les salariés ont sur la ville. Donc à chaque fois en ce moment, on a 24 millions de factures à payer, et il y a dans les caisses de la ville 600 000 euros. Ces 600 000 euros, on les garde pour faire la paye. Et s'il reste quelques miettes, on va payer des choses. Donc, lorsqu'on a reçu mais comment ça fonctionnait avant? Est-ce que le personnel partait à 14 heures? Comment ça se faisait avant? Mais ça fait à peu près 2 ans que c'est comme ça, et que
l'ex-maire ne se souciait pas de régler la question. Je vous dis, aujourd'hui, beaucoup de gens de l'extérieur pensent que le personnel municipal est en quelque sorte, ce sont les agents politiques du maire en place, ils sont heureux, que tout va bien, mais si vous savez les souffrances que nous découvrons, ce matin encore, la première adjointe Tania Galvani a reçu les syndicats pour ouvrir le dialogue social avec eux. Si vous savez les souffrances qu'on nous a émises, les injustices que les gens ont endurées, je leur dis, mais apparemment, vous vouliez plus le changement que nous. Et là, beaucoup n'osent pas l'avouer, mais il y a, selon nous, un constat d'un grand fiasco. Oui, mais rappelez-vous ce rapport de la Chambre régionale des comptes qui disait que le personnel de Pointe-à-Pitre était l'un des personnels les mieux payés de la Guadeloupe. D'ailleurs, on avait interpellé le maire Jacques Mangou là-dessus et qui avait dit que le personnel est bien payé, qu'il ne pensait pas faire autrement, il fallait continuer. Alors, est-ce que vous dites que ce personnel a été surpayé à l'époque? Je ne pense pas, parce que ça ne se passe pas comme ça. Dans la fonction publique, et la fonction publique territoriale ne déroge pas à la règle, ce sont des règles statutaires qui déterminent la rémunération. Donc vous ne pouvez pas dire que vous allez payer plus. Effectivement, il y a un problème d'heures supplémentaires à Pointe-à-Pitre que la Chambre régionale des comptes a dénoncé, puisque la Chambre dit que si vous avez 719 personnes qui travaillent alors que vous devriez en avoir 350, c'est pas normal qu'on soit obligé de faire des heures supplémentaires. Donc nous allons discuter de tout ça avec les syndicats, parce que si nous avons trop de personnel, vaut mieux faire un roulement. Lorsque ceux qui ont atteint leur plafond ne peuvent pas travailler qu'à condition de faire des heures supplémentaires, pour ne pas avoir à payer des heures supplémentaires, nous préférons les libérer et faire venir une autre équipe pour que ça puisse tourner. Mais il y a des instances de discussion de ce genre. Le comité technique paritaire, il y a un comité qui a pour fonction de discuter des conditions de travail. Donc, les instances paritaires vont fonctionner avec nous et avec les représentants du personnel, nous allons trouver des solutions. Alors, pour revenir à la Caisse des écoles, est-ce que vous êtes satisfait des solutions trouvées hier? D'ailleurs, rappelez-les pour que les téléspectateurs puissent comprendre ce dont nous parlons. Alors, vous savez, il y a quelque chose que nous pratiquons et qui marche toujours, c'est l'intelligence collective, l'intelligence collaborative. Nous, on se dit, et moi je me dis toujours que si tu peux te tromper en décidant seul, il y a moins de chances de te tromper quand tu décides collectivement. Alors, quand on s'est trouvé confronté à ce problème, j'ai reçu, et j'ai été surpris, on dit que les Guadeloupéens ne sont pas solidaires, mais pendant le week-end, j'ai reçu une dizaine de messages d'agriculteurs, de commerçants, de la rectrice de l'éducation nationale, le président de région, Madame Borrell. J'ai reçu une dizaine de messages de gens qui nous disaient « Nous sommes présents, nous voulons vous aider à passer cette difficulté pour que les enfants puissent manger ». Donc, il nous suffisait de mettre toutes ces personnes autour d'une table pour trouver des solutions. Donc, on a ouvert ce débat hier et nous avons divisé le débat en deux parties. Un premier temps, discuter de l'immédiateté, l'urgence, puisque pour nous, il était hors de question que les enfants ne mangent pas. C'est pour ça qu'on a trouvé particulièrement abusif et exagéré que certains aient dit que nous sommes des méchants, nous ne voulons torturer les enfants. C'était tellement excessif et on sait déjà tout ce qui est excessif est insignifiant. Et la deuxième partie, c'était le long terme. Parce qu'au-delà du problème de la ville de Pointe-à-Pitre, nous avons compris que la restauration scolaire offre des débouchés aussi à nos producteurs agricoles. Beaucoup disent que l'alimentation des enfants dans les écoles est trop tournée vers l'importation. Et on mange trop de produits importés alors que nous avons des fruits, des légumes, ici des fois en abondance, alors que nos agriculteurs sont des fois en surproduction. On n'utilise pas le débouché de la restauration scolaire. Donc, tous ces acteurs autour de la table ont donc décidé que dans un premier temps, la région et le département se sont dit nous allons assurer la continuité jusqu'à la Toussaint, ça c'est le court terme, et sur le moyen terme, on a créé un comité de réflexion pour pouvoir dessiner un nouveau modèle de restauration scolaire
qui permettrait à la ville de Pointe-à-Pitre de faire des économies pour éponger sa dette. Parce qu'aujourd'hui, la caisse des écoles de Pointe-à-Pitre doit 2 300 000 euros. Elle doit 1 300 000 et aujourd'hui, avec les intérêts moratoires, c'est 1 400 000 euros. C'est ce que la Chambre régionale des comptes, qui est en train de préparer notre prochain budget, nous a appris ce matin, que la DATEX, qui a servi les repas à la caisse des écoles de 2012 à 2018 et qui n'a pas été payée pendant un certain temps, réclame 1 400 000 euros à la ville de Pointe-à-Pitre. La ville des Abîmes, qui a pris le relais, nous réclame 978 980 euros, disons 1 million d'euros. Donc, l'urgence pour nous, c'était de trouver une solution, mais non pas d'aller frapper à la porte d'à côté. Après avoir usé d'Atex, abusé Abîme, nous ne serions pas allés frapper à la porte de Bémao, de Sainte-Rose, en disant « servez-nous à manger », comme ce mauvais payeur qui fait du crédit chez vous, quand vous lui fermez le crédit, il va chez le voisin, ainsi de suite. Nous sommes des gens responsables. Donc, solution à court terme, assurer la continuité, mais sur le moyen terme, nous avons sur notre conscience le poids de la dette envers Abîme et Datex. Mais la région dit vous donnez 500 000 euros, c'est bien ça? Alors la région, alors ça on en parle, j'ai même vu un élu minoritaire dire que grâce à sa plume, grâce à une belle lettre qu'il a adressée au président de région, que celui-ci va nous donner 500 000 euros. Le président Chalus, que je profite de votre antenne pour le remercier, est venu nous rendre visite à Pointe-à-Pitre. Et à cette occasion, nous lui avions déjà dit que nous avons des problèmes avec la caisse des écoles de Pointe-à-Pitre qui est profondément déficitaire. Donc, il nous avait dit que nous pourrions bénéficier d'une aide de 500 000 euros, mais que cela passait par un processus qui n'est pas encore accompli. Mais il est vrai que pour payer notre dette envers Datex et la ville des Abîmes, nous ne pourrons le faire que si cette aide promise par la région se concrétise. La priorité, ça sera Datex ou la ville des Abîmes? On donnera un peu à chacun des deux créanciers parce que la Datex, la dette étant plus ancienne, a déjà produit beaucoup d'intérêts. La dette était d'1 million d'euros, mais comme ça dure depuis 8 ans, on en est aujourd'hui à 1 400 000 euros puisque les intérêts moratoires sont obligatoires. Et que dit le département? Le département, puisque le président Chalus nous a dit « Donnez-nous quelques agents de la ville pour participer avec nous au réfectoire du Lamentin à la confection des repas. Nous allons vous les offrir. » Mais on avait un problème de transport. Le département, représenté par deux élus que je remercie, qui étaient présents, M. Marcel Sigiscard et Sandra Anjaric, les deux conseillers départementaux de la ville, qui étaient présents, avec le directeur général des services que Mme Borel a dépêché pour venir à cette réunion la représenter, ont dit eh bien, nous allons prendre en charge le transport. Voilà comment, de la conjugaison des efforts de région et département, on a trouvé une solution pour que la restauration scolaire soit assurée dès lundi, jusqu'à la Toussaint, pour nous donner 2 mois afin de trouver la solution pérenne qui instaurera un nouveau modèle de restauration scolaire. Est-ce que vous êtes satisfait de cette solution d'attente? C'est mieux que c'est mieux que la situation créée par l'ex-majorité, puisque l'ex-majorité a pillé la caisse des écoles. L'ex-majorité a vendu et laissé voler les équipements de la caisse des écoles de Pointe-à-Pitre qui anciennement fabriquait des repas. Lorsque, pour des raisons d'incompatibilité avec les normes sanitaires, on a signalé à la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre qu'il fallait faire des travaux pour améliorer, des investissements pour améliorer les infrastructures, l'ex-maire a fait le choix d'externaliser, a dit désormais on ne va plus faire de repas, si bien que tous les équipements dont était propriétaire la Caisse des écoles ont été bradés, certains ont été volés. Et on les reconnaît des fois dans des déjeuners champêtres des banquets ici et là. Aujourd'hui, la ville... Est-ce que vous avez l'intention de porter plainte? Il y a une affaire en cours. Des gens sont mis en examen. Et un député de la circonscription de la Guadeloupe en a demandé la levée de son immunité parce qu'il a été directeur de la Caisse des écoles. Et vous savez de qui je parle. Donc, la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre est une bombe à retardement. Et si vous savez croire, monsieur, j'ai entendu un individu de l'ex-majorité, et je me refuse de citer son nom tellement je suis dégoûté par ses propos, qui a dit qu'en tant qu'avocat, je sais que la présomption d'innocence m'interdit de sanctionner quelqu'un qui a reconnu avoir fait des détournements, et alors qu'il y a une procédure disciplinaire. Ça ne veut pas dire qu'on licencie en coupe de tête. Lorsque quelqu'un commet des fautes, que cette personne est mise en examen
il y a une procédure disciplinaire qui peut permettre d'arriver à sa suspension, sa révocation ou un arrangement pour qu'il rembourse la dette. Nous nous trouvons aujourd'hui avec 650 000 euros détournés de la caisse des écoles, ce qui vient accroître la dette qu'on a déjà de 2 400 000 euros envers nos fournisseurs. Donc, comment les récupérer? Aujourd'hui, la caisse des écoles, une réflexion est ouverte sur l'intérêt de sauvegarder cet établissement public communal. Et la Chambre régionale des comptes, qui a envoyé une magistrate ce matin en mairie pour préparer notre budget, a recommencé à poser la question de savoir est-ce que c'est viable de maintenir un établissement public communal qui ne peut fonctionner qu'avec une dotation de la ville. Cette dotation doit être au minimum de 3 900 000 euros, puisque c'est le coût du personnel. Il y a 126 personnes, je crois, qui travaillent à la caisse des écoles. Alors, que faire de ces personnes si la structure n'existe plus? Mais si la structure n'existe plus, la mairie, la ville va devoir reprendre ces personnes. C'est ce que la ville avait commencé à faire. La ville a récupéré un certain nombre d'agents. Lorsque la Chambre régionale des comptes s'était mue sur le nombre de personnes qui travaillent à la caisse des écoles, qu'est-ce que l'ex-maire a fait? Et il a repris dans les services de la ville le personnel, mais il a oublié de payer ce personnel, si bien que la caisse des écoles, qui ne bénéficiait plus de cette main-d'œuvre, a continué à payer 500 000 euros au lieu et place de la ville. C'est parce qu'il y avait cette gestion calamiteuse que l'État a décidé de révoquer un tel maire. Alors quand vous entendez des gens dire que Gustin c'est un gouverneur, Gustin c'est un colonialiste méchant, mais c'est ne pas connaître la situation de Pointe-à-Pitre. Moi je dis même que l'État est fautif d'avoir attendu si longtemps pour arrêter cette gabegie. Alors, est-ce qu'on peut dire, puisque vous êtes, Harry Durimel, au stade de pouvoir trouver des solutions, vous êtes conscient qu'il y a une vraie difficulté, vous l'étiez déjà avant, puisque vous l'avez souvent dit, est-ce que vous seriez prêts, vous et les élus de la majorité, peut-être de faire un effort en abandonnant vos indemnités, comme par exemple Marie Galante ou Le Gosier? Est-ce que vous êtes prêts à justement à laisser tomber pour renflouer les caisses? Vous savez, c'est quoi? C'est quelques dizaines de milliers d'euros. Déjà, la majorité, bien sûr, et nous avons abandonné. La majorité, l'ancienne majorité, avait déjà, sous notre pression, renoncé à la moitié des indemnités. Et aujourd'hui, c'est 300-400 euros que va percevoir la première adjointe et le maire de Pointe-à-Pitre, 1600 euros. C'est pas avec ça qu'on va éponger 1 million d'euros. Normalement, un maire d'une ville de cette importance perçoit comme indemnité environ 3200 euros. Nous avons réduit de moitié, comme l'a fait l'ancienne majorité. Nous avons dit pas 1 euro de plus. Pas 1 euro de plus que ceux qui ont causé le déficit. Mais totalement pour vous, c'est pas. Attendez, non, c'est facile à dire, mais lorsque, comme moi, vous réduisez l'activité de votre cabinet de 3/4, il faut que je paye mes dettes, moi aussi. J'ai décidé de me mettre au service de la ville et d'exercer mon activité à moindre échelle, puisque j'ai un cabinet à Saint-Martin, un cabinet à Pointe-à-Pitre. J'y allais une fois par semaine, donc maintenant, j'y vais que lorsque j'ai des rendez-vous. Je suis très attaché à Saint-Martin et à la population de Saint-Martin est attachée à Harry Durimel. Donc, c'est ma vie qu'être un avocat. J'ai décidé de mettre une partie de ma vie au service de la ville de Pointe-à-Pitre, mais je n'ai pas décidé de mettre en faillite mon cabinet, et ni non plus de ne pas payer mes prêts, mes dettes. Donc, alors, est-ce qu'il faut instaurer un impôt Bangou, par exemple? On résiste à cette nécessité, mais la Chambre régionale des comptes nous a encore rappelé que nous avons 2 leviers pour régler le problème de la ville de Pointe-à-Pitre. C'est d'un côté réduire les dépenses, et ça passe par une réduction des charges de fonctionnement, et de notre côté, augmenter nos recettes. Ça passe, selon la Chambre régionale des comptes, par une augmentation des impôts. Mais nous avons très peu de contribuables à Pointe-à-Pitre. L'ex-municipalité a fait le choix de mettre à Pointe-à-Pitre 73% de logements sociaux, si bien qu'à Pointe-à-Pitre, on a paupérisé. Les parents qui obtiennent des logements à Pointe-à-Pitre, vu le manque d'activité économique, n'ont pas de travail pour leurs enfants. On leur a donné des logements considérant que ça leur suffisait, mais il n'y a eu aucun dynamisme économique pour créer de l'activité afin que ces enfants qui habitent dans ces logements sociaux puissent trouver du travail. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a une armée de chômeurs et la ville ne peut pas, à une base fiscale très étroite, on ne peut pas, on est déjà peu nombreux. Il y a à peine 2000 personnes sur les 16 000 habitants de Pointe-à-Pitre, il y a à peine 2000 personnes qui payent l'impôt sur les revenus. Le reste, c'est non imposable. Donc on n'a pas assez une base fiscale assez large pour aller augmenter les impôts.
c'est aller faire payer plus à très peu de gens. Donc nous avons pris l'option d'élargir la base fiscale en réalisant des investissements qui vont attirer dans la ville des contribuables plus aisés. Et ça, ce sont les projets que nous allons réaliser qui vont le permettre. Mais pour l'instant, on nous fait interdiction d'emprunter. Or, alors qu'il nous est fait interdiction d'emprunter, qu'a fait l'ex-municipalité? Eh bien, elle a utilisé un stratagème qui a consisté à passer un marché avec une société du groupe Vinci, un marché de 36 millions d'euros alors qu'on avait 22 millions de déficit, pour, soi-disant, faire de Pointe-à-Pitre une ville lumière, une ville qui serait éclairée, qui scintillerait de toutes parts, avec des feux tricolores qui fonctionneraient. Alors, est-ce qu'elle scintille, cette ville? Eh bien, c'est la ville des ténèbres. Aujourd'hui, la ville de Pointe-à-Pitre, les gens font leurs besoins dans les rues parce qu'il n'y a pas de lumière. Et les gens qui habitent certaines rues, comme la rue d'Elgrès où j'habite, eh bien, dans cette rue, c'est tout noir. Et les gens, le matin, les gens qui habitent dans ce quartier découvrent un chalet de nécessité parce que c'est très sale. Alors justement, Harry Durimel, merci de me parler de l'intérieur même de cette ville. Alors hier soir, Cédric Cornet, maire de la ville du Gosier, nous disait qu'en tout cas, il a décidé de s'attaquer à la prostitution à Grand-Bay. Est-ce que, comme lui, pour mettre de l'ordre au niveau de la ville de Pointe-à-Pitre, vous avez décidé de vous attaquer à la prostitution, par exemple, à la rue Frébeau? Mais s'attaquer à la prostitution, la politique pour moi, c'est pas un show. Je ne vais pas faire une lettre que je vais adresser aux habitants et dire que ça, c'est s'attaquer à la prostitution. Cornet a donné un signe. Il a fait cette lettre pour montrer une orientation. Mais ce n'est pas avec une lettre ouverte qu'on va résorber le problème de la prostitution, parce que s'il y a autant de prostituées, c'est parce qu'il y a beaucoup de clients. Donc, il faut, quand il y a de la demande, c'est qu'il y a d'une offre. Quand il y a de l'offre, c'est qu'il y a de la demande. Donc, la prostitution est légale, contrairement à ce que j'ai pu lire ici et là. La prostitution est légale et les prostituées payent des impôts. Ce qui est illégal, c'est le racolage, c'est l'attentat à la pudeur, les gens qui se mettent à demi nus dans la ville. Donc nous avons de la matière pour mettre de l'ordre. Nous allons, avec la police nationale et la police municipale, traquer ces personnes qui se dénudent et s'exposent aux yeux de nos enfants, aux yeux de nous-mêmes dans les rues de Pointe-à-Pitre. Mais il y a encore un autre problème, puisque j'ai rencontré un certain nombre de propriétaires immobiliers de Pointe-à-Pitre, et certains se vantent de louer des appartements à des prostituées qui ne font que descendre au pied de leur immeuble et font semblant d'attendre quelqu'un. En fait, c'est des prostituées. Donc, si on veut que ça se règle, il va falloir que ces personnes qui, finalement, s'enrichissent de la prostitution et qui, finalement, deviennent des proxénètes, puisque la loi dit que lorsque, en toute connaissance de cause, vous tirez profit de la prostitution, vous êtes un proxénète. Donc, nous allons informer les propriétaires pour leur dire que vous vous exposez à des poursuites, puisque à la rue d'Elgrès, où je réside aussi, oui, j'apprends qu'il y a aussi, dans des appartements bien fermés, des propriétaires qui louent à des prostituées et qui mènent cette activité en vase clos. Moi, je ne vais pas prétendre que je vais interdire la prostitution, puisque ça serait une décision qui serait annulée par le tribunal administratif, puisque la prostitution est légale. Ce que nous voulons, c'est que dans nos rues, que ce spectacle de désolation, puisque moi je considère qu'une prostituée, c'est une personne en souffrance. Je ne pense pas qu'il y ait une femme qui tire plaisir à se faire sauter, permettez-moi l'expression, par des personnes sales de passage, simplement parce qu'on leur file 20, 10, 30 ou 50 euros. Donc c'est une souffrance, et j'en ai parlé avec la consul de Santo Domingo, que j'ai rencontré lors des élections présidentielles, et qui est elle-même très préoccupée que systématiquement, lorsque quelqu'un se présente comme venant de Saint-Domingue, on pense tout de suite que c'est une prostituée. Alors que Saint-Domingue a beaucoup d'autres choses à offrir pour que nous puissions coopérer, pour que nous puissions faire une communauté cosmopolite à Pointe-à-Pitre qui partagerait les fêtes et les mœurs et les coutumes des pays de ceux qui nous visitent ou qui résident chez nous. Donc il y a un travail de fond à faire pour informer ces femmes, pour qu'elles puissent, dans des lieux fermés, parce qu'il y aura toujours de la prostitution, dans des bars, dans des maisons closes, qu'elles puissent exercer leur métier. C'est le plus vieux métier du monde. Ce qu'on leur demande, c'est de sortir de la vue, comme elles le font là, l'audace, le culot qu'elles ont de vendre de la viande comme ça, ouvertement aux yeux de tout le monde. Ça me déplaît. Et j'ai eu l'occasion de le dire, parce qu'en bas de mon cabinet, il y avait généralement 5 prostituées. Et un soir, je leur ai dit, les filles, je ne veux plus vous voir là. Et depuis, elles ne sont plus là. Donc j'ai quand même senti un respect. Je leur ai dit, puisque quand je descendais, elles surveillaient ma voiture, elles avaient des rapports corrects avec moi. Un soir, je leur ai dit,
je suis maire de Pointe-à-Pitre, c'est indécent que vous soyez en bas de mon cabinet et que vous soyez à demi nu, je ne veux plus vous voir là. Elles étaient 5, le lendemain il y en avait 2. Elles sont parties ailleurs. Mais oui, mais elles ont réagi quand même au coup de semonce. Je leur ai dit, on va faire un travail, je voudrais que vous soyez consciente que c'est pas bon pour votre dignité, je leur ai parlé, c'est pas bon pour votre dignité. Si vous voulez exercer votre métier, emmenez les gens dans votre appartement, allez dans les bars, dans les endroits fermés, mais dans la rue comme ça, j'en ai marre de voir autant de prostituées à Pointe-à-Pitre et je me donnerai les moyens pour réduire ce fléau, mais il s'agit de personnes humaines, c'est pas du bétail, c'est pas un matériau, c'est pas du gravier, ce sont des gens qui viennent ici pour envoyer de l'argent chez eux, des gens qui restent redevables de dizaines de milliers d'euros qui payent à des passeurs et qui se vendent leur corps pour payer leurs dettes. C'est un drame auquel nous devons nous attacher. Alors, au-delà du Rimel, puisqu'il Pointe-à-Pitre, et ça vous avez alerté sur plusieurs sujets, nous n'aurons pas le temps ce soir de faire le tour des sujets, mais vous aurez l'occasion de revenir pour que nous puissions poursuivre. Il y a un autre sujet important, celui de la propreté de la ville de Pointe-à-Pitre, et vous en avez longtemps et souvent parlé. Alors, est-ce que pour vous, c'est une priorité aujourd'hui et rapidement, que faut-il faire concrètement pour solutionner ce problème? Pour nous, nous avons 3 priorités. C'est salubrité, sécurité, tranquillité. Si nous arrivons à relever ces défis-là, on fera revenir des gens à Pointe-à-Pitre, on va recréer de l'activité, on va réanimer la ville. Donc sur la salubrité, nous avons déjà conscientisé les chefs d'équipe parce que j'ai fait la tournée des équipes et j'ai eu un entretien avec le cadre responsable de ce secteur et je crois l'avoir sensibilisé. J'ai fait une tournée avec lui, je lui ai montré l'état de la ville et j'attends de lui une réaction puisque j'ai dit à tous ceux qui sont là que je me donnerai environ 6 mois pour m'assurer que ceux qui sont là sont à leur place. Je ne ferai pas de chasse aux sorcières. Mais s'il y en a qui ne participent pas au nettoyage de la ville, si malgré nos rappels, nous constatons qu'il y a une carence au niveau du management et au niveau de la prise de conscience de cette priorité qui est la nôtre, nous allons procéder à des changements puisque nous avons demandé à l'État de nous aider puisque Pointe-à-Pitre souffre d'une insuffisance d'encadrement, à nous prêter quelques cadres pour pouvoir réorganiser les services communaux. Donc nous arriverons à résorber. Et pour donner l'exemple, on a commencé à nettoyer nous-mêmes et vous avez certainement dû voir que personnellement, j'ai mis mon bleu de travail et que 4 dimanches de suite, j'ai été nettoyé avec les citoyens pour donner l'exemple à ceux qui salissent parce que les déchets, la saleté, ça ne tombe pas du ciel. Donc donner l'exemple et susciter de la part de nos agents l'envie de mieux faire leur travail parce que l'état de saleté de Pointe-à-Pitre, c'est une honte et je crois que l'orgueil pointois va prendre le dessus et nous allons régler le problème de la salubrité. Est-ce qu'on peut dire que ce problème, ce soit le fait que le personnel communal ne fasse pas son travail? Je ne peux pas dire ça. Ce que je dis, c'est que c'est inefficace en tout cas. Ce que le personnel fait est inefficace et l'Agence française de développement a mené un audit des ressources humaines à Pointe-à-Pitre et on a relevé un certain nombre de problèmes qui touchent des fois à l'alcoolisme. Il y a des gens qui travaillent pour la ville qui à 7h30 le matin sont complètement drogués, complètement alcoolisés et n'ont aucune efficacité. Nous allons nous attaquer à ce problème avec la médecine du travail pour que les personnes qui sont... Puis c'est un secteur difficile, vous savez, quand vous êtes derrière un camion de voirie, quand vous balayez les saletés dans les rues, des fois on a la coutume de croire qu'en prenant un feu, en allant prendre un coup de whisky ou de rhum, que ça va permettre de passer les odeurs. Donc il va falloir qu'on fasse une éducation, puisque à chaque fois que c'est l'humain, c'est plus difficile à traiter, qu'il n'y ait pas d'un coup de baguette magique qu'on fait que tout devient propre et que tout le monde se met à travailler. Il y a eu un laxisme, l'ancien édile n'a jamais assumé le management et l'autorité qu'il fallait. Vous rencontrez des cadres aujourd'hui qui se réjouissent de ce changement, qui disent que nous espérons, monsieur le maire, qu'avec la volonté politique que vous exprimez, lorsque nous prendrons une sanction contre un agent qui n'a pas fait son travail, il ne va pas venir en fin de mois nous montrer sa fiche de paye, que comme quoi il a touché son salaire alors qu'il n'a pas travaillé. Donc personnellement, quand un chef de service me fait remonter qu'un agent n'a pas travaillé, eh bien, je prends un arrêté pour faire que
il rembourse ou qu'il soit déduit de sa prochaine paye les jours qu'il a pas travaillé et que la ville a eu tort de lui payer. Donc, nous, personnellement, j'exercerai le pouvoir que le peuple m'a donné en m'élisant comme maire. Je l'exercerai avec une main de fer, certes dans un gant de velours, puisque ce sont... Vous n'avez pas peur des syndicats ? Mes peurs, je leur ai déjà dit, comme je leur ai dit ce matin, c'est pas un business la mairie. C'est pas, je ne perdrai pas, mon investissement va pas se perdre si on paralyse la mairie pour une cause juste. Dès lors que je saurai que je suis dans le droit, que je sais que j'ai raison, je dialoguerai jusqu'à le faire comprendre et je ne doute pas que les syndicats le comprendront parce que j'ai été moi-même un militant sur le terrain. J'ai fait les 44 jours du LKP. Donc j'ai un dialogue facile avec les syndicats parce que c'est des gens à qui j'ai l'habitude de parler. Donc ils savent que je n'ai aucun complexe de supériorité, que je ne sais pas de l'autoritarisme. Ce que je leur expliquerai, ça sera la loi parce que je leur ai déjà dit que je respecterai tous vos droits, mais j'exigerai de vous aussi que vous respectiez vos devoirs. Peut-on dire, et nous allons terminer sur ça malheureusement parce qu'il y avait encore beaucoup à dire, peut-on globalement dire, Harry Durimel, que la ville de Pointe-à-Pitre est en faillite? Elle est plus qu'en faillite. Si c'était une société privée qui affichait un tel endettement, une telle situation, on aurait déjà banni du secteur du commerce. Lorsque gérant de société a plombé une société comme on a plombé la ville de Pointe-à-Pitre, on prononce sa déchéance définitive pour qu'il ne puisse plus jamais gérer une entreprise. Là, on a un subterfuge, un maire qui était menacé de révocation a démissionné et il s'est représenté et il s'est trouvé 2000 personnes qui ont souhaité qu'il repasse tout simplement pour continuer à profiter de son laxisme. Donc nous allons travailler pour que très rapidement, ces 2000 personnes qui se sont égarées et ont pris le risque de faire ça à Pointe-à-Pitre puissent vite l'oublier et nous n'excluons pas de le poursuivre pour qu'il paye sous ses deniers personnels certains abus que nous constatons, certaines fautes que nous constatons. Au nom de Point 3, je ne raterai pas l'occasion de faire payer à ceux qui ont détourné l'argent des Points 3 et qui aujourd'hui sont embusqués et tentent de nous déstabiliser en faisant les simagrées qu'on a vues là, en essayant d'instrumentaliser la problématique de la restauration scolaire. C'est clair. Merci Harry Durimel d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons vendredi avec un nouvel invité politique. Excellente soirée à tous.